nous allons voir avec nos prochains intervenants. Je vais demander à Ludovic Zekian de me rejoindre, ainsi qu'à Isabelle Guggenheim, qui n'est pas dans la bonne direction, qui est en train d'aller dans l'autre sens, mais qui va nous rejoindre dans quelques instants. Bonjour Ludovic, je vous en prie, prenez place. Et puis Nathalie Paillon va également nous rejoindre, directrice des études et des opérations à l'Observatoire des achats responsables, alors que j'entends qu'effectivement, à l'extérieur, nous battons le rappel pour cette deuxième table ronde de la matinée consacrée donc aux achats responsables. Je vais laisser le temps à Isabelle de nous rejoindre sous vos applaudissements. Hein, voilà. Voilà. Vous faites une entrée de guest star, Isabelle. Venez vite nous rejoindre. Vous êtes tous les deux avec Ludovic en charge du parcours national des achats responsables au sein du pôle charte et label des entreprises à la médiation des entreprises. Merci à tous les Touras d'être avec nous ici dans cette salle du Palais du Pharo. J'ai peut-être envie de commencer, prenez chacun un micro, peut-être envie de commencer par la définition d'achat responsable. Est-ce que vous voulez bien me dire ce que ça représente? C'est quoi, Ludovic, un achat responsable? Ça doit fonctionner normalement? Vous n'avez rien à toucher. En principe, c'est là-bas que ça se passe au niveau du micro. D'accord, bonjour à tous. Alors, un achat responsable, je parle sous la responsabilité de Nathalie, parce que j'ai vu que dans sa présentation, elle le définissait. Donc, c'est pas que je veux me défausser, mais je pense que Nathalie pourra peut-être mieux répondre que moi, ou plus justement. Non, mais on va faire un petit tour de table. Moi, j'aime bien les quiz. C'est un achat qui a des impacts favorables sur tous les enjeux sociétaux et qui dépasse le seul cadre du prix. C'est-à-dire que quand on parle d'achat responsable, on a une vision globale de l'acte d'achat qui dépasse la vision traditionnelle qu'on pouvait avoir. Donc ça va par exemple évidemment sur tout ce qui est équité vis-à-vis des fournisseurs, mais ça va aussi sur tous les aspects environnementaux, donc par exemple les aspects décarbonation, etc. C'est-à-dire qu'on peut ajouter aussi chaque fois des briques selon les problématiques les plus critiques pour les organisations. Nathalie, vous auriez donné la même définition? Bravo Ludovic. Il dit ouf. Oui, alors, un achat responsable, c'est en effet l'achat à travers lequel on va limiter, donc chercher à réduire au maximum les impacts négatifs sur en effet tout un tas de dimensions, sur l'ensemble de son cycle de vie. Donc ça fait référence un petit peu à la table ronde précédente. Le temps est important. Voilà, et donc en effet, ça va couvrir plusieurs choses, plusieurs leviers. On les verra peut-être plus tard, parce qu'un achat, pour moi, c'est 3 dimensions. Le produit que j'achète, bien évidemment, ça semble totalement évident, mais le fournisseur chez qui j'achète ce produit, et lui aussi va avoir des impacts, et donc ce couple-là est très important. Et puis il y a une autre dimension qui est pour moi très importante et dont Ludovic et Isabelle vont beaucoup nous parler, c'est la relation que j'ai avec mon fournisseur, donc entre donneur d'ordre et fournisseur, parce que là aussi, il y a beaucoup d'impacts, beaucoup de choses qui vont se passer. Alors, ce n'est pas forcément de l'environnement, mais il y a d'autres dimensions qu'il va falloir prendre en compte. Donc, pas mal d'éléments complémentaires. Isabelle, je viens vers vous. Racontez-moi comment peut-être la médiation des entreprises, puisque c'est la structure à laquelle vous appartenez, prend conscience à un moment donné qu'elle peut être justement un facilitateur pour aider une entreprise à être plus vertueuse justement sur ce volet des achats responsables. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça vient finalement? En fait, je voulais réagir sur ce que vous avez dit et donc finalement ça répond un petit peu, ça fait une transition avec votre question. C'est vrai que l'achat, il faut vraiment l'appréhender dans une chaîne, dans une dynamique de relation avec les fournisseurs. Et donc, c'est comme ça que je vais répondre à votre question. La médiation des entreprises, mais je vais vous en parler de façon plus approfondie avec quelques éléments plus précis, a été créée il y a plus de 10 ans maintenant. Et l'objectif est vraiment d'améliorer, de faciliter les relations entre entreprises. C'est une médiation inter-entreprise. Et c'est en travaillant sur cet outil de médiation, mais encore une fois, je vais vous le décrire plus précisément, que très vite s'est posée cette question, ce point d'application, en fait, qui est la relation
autour de l'achat responsable. Donc les démarches ont été presque d'emblée développées en parallèle, un travail sur la médiation et un travail sur ce parcours achat responsable. Oui, parce que la médiation, pardon, hein, pour les béotiens, quand on entend médiation des entreprises, on se dit règlement de litiges financiers entre entreprises. C'est ça, finalement, aussi, mais pas seulement. Il y a des étages supplémentaires à la fusée. Tout à fait. Est-ce que vous m'autorisez à faire un petit élément de présentation pour bien cadrer les choses? Allez-y. Et je rebondirai sur ce que vous venez de dire. Donc, je vais passer un petit peu à côté de vous. Allez-y, au pupitre. On va vous suivre. Vous avez quelques slides à nous présenter. Merci. Non, c'est la précédente que je voulais. Voilà. Oui, quelques éléments. Merci de votre attention. Quelques éléments, parce que ce n'est pas tout à fait intuitif, et c'est une question à laquelle on doit souvent répondre. Pourquoi la médiation des entreprises au ministère des Finances? Puisque nous sommes un service, évidemment, service public gratuit, qui est positionné auprès du ministre des Finances. Le médiateur des entreprises, qui n'est pas là aujourd'hui, Pierre Pelouzet, est un Marseillais, donc il compense nos défauts à Ludovic et à moi, qui sommes des Parisiens. Et vous aurez certainement l'occasion de le revoir dans les événements organisés par la CRES de la région. Donc la médiation des entreprises, c'est un dispositif public qui répond aux critères de la médiation, qui est rapide, qui est confidentiel, qui est gratuit. J'insiste sur la confidentialité, puisque quand les entreprises nous saisissent par une simple démarche en ligne, c'est très, très facile, leur première question, surtout quand on voit le petit bleu, blanc, rouge là en haut à gauche, la première question, c'est bien sûr celle de la confidentialité. Et c'est un engagement de toutes les parties de respecter cette confidentialité, puisqu'on va rentrer dans des questions qui peuvent être délicates. Les objectifs, le premier, c'est restaurer la confiance. Et là, je réponds un peu à votre question. C'est vraiment l'ADN, on va dire, de la médiation des entreprises dans toutes nos activités qui, comme vous l'avez ouvert, sont très nombreuses. C'est vraiment de travailler sur le dialogue, la confiance entre les parties, rééquilibrer le rapport de force. Donc, le médiateur n'est pas un juge, n'est pas un arbitre, n'est pas un conciliateur. Il facilite la relation. Et nous sommes des médiateurs situés à Paris, et dans chaque région, il y a des médiateurs dans cette région également, et on est vraiment dans un rôle de facilitateur de dialogue pour apporter des solutions rapides. Vous avez ici l'évolution. En gros, on avait 1000 médiations par an avant la crise sanitaire. C'est monté à près de 4000, et maintenant on est en rythme de croisière à 2000. Donc ça vous donne une idée du volume qui est quand même très important. Je fais un petit focus qui peut vous intéresser. La médiation, elle s'adresse vraiment à tout le monde. Et quand vous regardez la taille des entreprises, vous voyez que 85% ont moins de 25 salariés. Donc c'est important de le savoir, et c'est ce qu'on essaye de faire en sensibilisant les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ce service s'adresse à tout le monde et à des entreprises de petite taille. Il ne faut pas hésiter quand on voit apparaître une difficulté, encore une fois, inter-entreprise, avec éventuellement un fournisseur. Il ne faut pas hésiter à saisir la médiation. C'est une démarche rapide, discrète, et qui évite d'engager des procédures compliquées, de durcir des conflits qui peuvent obérer la suite de la relation professionnelle. Et c'est vraiment notre objectif que d'aller vite. Donc vous voyez, on s'adresse essentiellement à on est essentiellement saisi, c'est le constat qu'on fait a posteriori, par des petites structures, et vous pouvez tous être concernés. La répartition géographique, quand on voit, donc, l'Île-de-France représente à peu près le tiers, la région Provence-Côte d'Azur représente 8%. En fait, proportionnellement, c'est pas beaucoup. Donc, c'est bien qu'on soit ici aujourd'hui pour le dire. Je suis sûre que ça peut être beaucoup plus que 8%. Donc, n'hésitez pas à faire connaître, à partager les informations qu'on vous donne aujourd'hui. C'est bien l'objectif de se mettre à votre disposition, encore une fois, toute taille d'entreprise, même en phase de croissance, à tout moment. On le voit vraiment, je ne vais pas rentrer dans le détail, sauf si vous me posez des questions tout à l'heure, parce que c'est un travail vraiment très, très humain que nous faisons et que moi j'ai porté pendant ces 2 dernières années de façon très intense. On voit vraiment l'apport qu'on peut avoir pour débloquer des situations, recréer du dialogue. Bon, j'ai eu quelques dossiers dans cette région que je ne peux pas donner,
précisément, mais je pourrais donner les grandes lignes si vous le souhaitez, mais sans trahir la confidentialité. On voit vraiment que l'apport de mettre tout le monde autour d'une table, même si elle est virtuelle, hein, ça a des avantages mais aussi des inconvénients, peut faciliter l'émergence de solutions. Alors ce point-là, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, c'est l'implication. Pourquoi on est là en fait? Parce qu'on a aussi une activité qui nous met en proximité avec l'économie sociale et solidaire, notamment dans le mois de l'ESS. Mais ça, je garde ça pour tout à l'heure. Merci. Merci Isabelle. C'est vrai que c'est important de replanter le décor, de voir dans quel périmètre hein, finalement vous évoluez. Peut-être revenir à la question que je posais, Ludovic, c'est-à-dire comment est-ce que finalement, en partant de ces fameux litiges, vous arrivez sur cette problématique des achats responsables? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est les entreprises qui vous disent on a de plus en plus de difficultés sur cette question-là. Est-ce que vous pouvez nous aider? Oui, en fait, c'est un retour d'expérience. C'est-à-dire qu'effectivement, la médiation, donc, elle a aujourd'hui 12 ans d'ancienneté. Donc, on a effectivement plusieurs dizaines maintenant de milliers de dossiers qui ont été traités. Et ce dont on se rend compte, c'est que bien souvent, ce sont les difficultés qu'on a eu à traiter proviennent de difficultés relationnelles entre des fournisseurs et leurs clients. Alors nous, on n'est pas une médiation universelle, hein. On est une médiation des entreprises, on ne fait pas par exemple la médiation du crédit. C'est un problème que pourrait rencontrer une entreprise avec son banquier. Il y a pour ça un médiateur dédié, c'est le médiateur du crédit. Si une entreprise rencontre une difficulté en matière d'énergie, il y a des médiateurs pour l'énergie dédiée. Quand on est saisi, on regarde déjà si la demande ressort de notre champ. Qu'elle s'adresse, oui. Et en regardant effectivement ce qu'on a traité, on s'est rendu compte que la problématique essentielle, c'était client-fournisseur. Donc, il y avait cette problématique d'achat. Et l'idée, c'était de dire, mais finalement, avant d'aller au contentieux, puisque c'est un pays qui aime bien le contentieux, qui aime bien le conflit, on peut essayer de faire discuter les parties entre elles. Et c'est comme ça que la problématique des achats responsables est née, d'abord sur une problématique de délai de paiement. Et ensuite, elle s'est élargie, comme l'a rappelé Nathalie, comme je pense qu'elle va le développer aussi tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'est né le parcours national des achats responsables. Je peux peut-être aller me faire présenter mes slides. Ça pourrait peut-être. Vous voulez qu'on le fasse maintenant? Peut-être. Moi, je vous suis. C'est comme ça qu'est né en fait le parcours national des achats responsables. C'est sur la base de ce constat. Eh bien, écoutez, je vous laisse le pupitre et vous allez nous en dire plus sur effectivement comment c'est né. Peut-être profiter de puisque vous parliez de cette fameuse relation, donner peut-être la parole à Isabelle 2 petites secondes. Elle fait le service, Isabelle, on est entre nous, hein, vous avez remarqué. Voilà. Je voulais juste, vous avez dit, Isabelle, il y a eu je pourrais donner des exemples. Est-ce que, pour qu'on se rende bien compte de quoi on est en train de parler, un exemple de litige entre fournisseurs et clients, sans donner la région, sans donner évidemment les noms des entreprises, mais ça peut se matérialiser par quoi exactement? On vient vous voir avec quel genre de problématique? Qu'est-ce qu'on vous dit? En fait, les grandes familles de problématiques, ça peut concerner les délais, ça peut concerner les produits, ça peut concerner les prix. Voilà, ça, ce sont des éléments majeurs, notamment dans la période récente, puisque la crise a perturbé un peu tous les circuits. Moi, je pourrais vous faire un focus sur ce que j'ai traité en priorité, qui sont les questions de baux commerciaux. Et c'est un peu un autre sujet, mais si vous voulez, tout à l'heure, on pourra prendre du temps là-dessus. Sur les achats, c'est vraiment les 3 grandes familles. Les 3 grandes familles. Non, mais c'est bien qu'on ait effectivement en tête ces familles et on vous laisse dérouler les slides, Ludovic. Merci. Alors effectivement, sur ces familles, c'est aussi elles qui nous ont aidés à construire ce parcours national des achats responsables. Alors, il est adossé, ce parcours national des achats responsables, à la norme ISO 20400. Alors, je sais qu'il y en a dans la salle, il y a des spécialistes de la RSE, donc de la norme ISO 26000. Donc, on va dire c'est une espèce de déclinaison de la norme 26000 qui est dédiée aux achats responsables. Ce parcours national des achats responsables, donc sous l'égide de la médiation et du Conseil national des achats, il repose sur 2 piliers. La charte RFAR, relation fournisseur-achat responsable, et le label RFAR. Ce sont 2 piliers parce que c'est un parcours. Donc un parcours, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, de progressif, de graduel, on pourrait presque dire d'initiatique, puisque souvent quand on nous contacte pour voir si on peut être charté ou labellisé, les entreprises, les organisations ne savent pas où elles en sont. Donc elles marchent un peu dans l'obscurité et elles cherchent avec nous un peu la lumière en matière d'achat responsable. Alors pourquoi les achats? Alors
Tout simplement parce qu'on a remarqué, enfin ce sont des données globales aujourd'hui qui sont admises, c'est que pour une entreprise privée, mais c'est aussi pareil pour une entité publique, les achats, c'est souvent plus de la moitié du chiffre d'affaires ou du budget d'une organisation. Donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les achats, c'est incontournable dans la recherche de la performance de l'organisation, et ça dit beaucoup aussi de sa façon de travailler. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les achats, c'est au-delà du seul service achat, ça a trait avec tout ce qui est en amont, les fournisseurs, les sous-traitants, les intermédiaires, tous les fournisseurs des chaînes d'approvisionnement, et on voit, et on a vu, je veux dire, à l'issue de la crise Covid, combien les tensions sur les chaînes d'approvisionnement pouvaient dérégler le bon fonctionnement des organisations, privées mais publiques aussi, puis aussi avec toutes les parties prenantes. Alors les parties prenantes internes à votre organisation, donc ça peut être les décideurs, les membres du COMEX, du conseil d'administration, mais aussi financiers, les comptables, les directeurs financiers, et puis certaines fonctions clés de production par exemple, ou les fonctions cœur de métier de l'organisation dans laquelle vous travaillez. Mais c'est aussi les achats, un domaine qui est influencé par des parties prenantes externes, évidemment législatives, réglementaires, par des communautés, par les ONG. Alors je vous l'ai dit, ce parcours national des achats responsables, il est assis sur la norme ISO 20400, donc, qui s'inscrit donc dans le cadre plus large de la norme ISO 26000 sur la RSE. Et son objectif, c'est de fournir aux organisations et à leurs parties des lignes directrices pour appliquer les principes de la RSE au processus d'achat et à la chaîne des approvisionnements de l'organisation. Alors, le travail qui a été élaboré en vue de la constitution de cette norme ISO 20400, vous voyez qu'il a concerné 52 pays qui représentent 65% de la population mondiale et 85% du PIB et 73% des émissions de CO2. Donc on voit bien qu'avec la norme ISO 20400, si on en respecte les principes, on couvre quand même un spectre très large de l'économie planétaire aujourd'hui. Alors la charte RFAR, c'est le premier maillon, j'ai envie de dire, de ce parcours national des achats responsables. La charte, c'est un engagement. C'est un engagement donc, qui repose effectivement sur les critères de la norme ISO 20400. Donc en fait, une organisation, une entité publique, une entreprise va signer la charte, elle s'engage à suivre ses engagements. C'est du déclaratif, c'est-à-dire qu'à la médiation des entreprises, on ne va pas vérifier que ces engagements sont respectés. Parce qu'on considère d'abord que c'est la réputation de l'entreprise vis-à-vis de ses clients, de ses fournisseurs qui est engagée, parce qu'on considère aussi bien souvent que c'est la première étape et que c'est une manière pour l'organisation de rentrer dans ce parcours. Donc l'idée, c'est plutôt de l'encourager. À ce stade, généralement, l'entreprise ou l'entité publique remplit ce qu'on appelle un autodiagnostic qui l'aide à se positionner pour savoir aujourd'hui où elle en est de sa maturité en matière d'achat responsable. Et donc cet autodiagnostic, on le débriefe avec elle et ça nous permet, nous déjà, de mieux connaître l'entité et l'entité de mieux appréhender les efforts qu'elle doit encore mettre en œuvre, soit pour aller au label, soit déjà pour être au niveau de la charte. C'est une étape qui est importante pour nous, mais aussi pour les entreprises ou les entités publiques qui s'inscrivent dans le parcours et qui est généralement plutôt très apprécié parce que c'est un peu le moment de vérité. C'est un moment de vérité qui est non engageant, puisqu'une fois encore, l'entreprise signe la charte, mais je veux dire, il n'y a pas une note, on ne dit pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est un moment de vérité et ça permet à l'entreprise de voir ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut continuer? Est-ce qu'elle considère que c'est un peu trop tôt et qu'elle reviendra dans 2 ans? On a aussi des entreprises qui disent aujourd'hui nos priorités de crise font que cette problématique-là, elle est importante, mais on la traitera dans 18 mois. Ou au contraire, qui pensent que c'est aujourd'hui un facteur de compétitivité et un levier d'amélioration de la performance économique ou de leurs objectifs pour une entité publique. Et la deuxième étape, c'est le label. Alors le label, tout le monde ne va pas au label. De plus en plus de personnes publiques, des collectivités territoriales, des ministères aussi, des établissements publics qui viennent, beaucoup d'entreprises y viennent. C'est quelque chose qui est beaucoup plus exigeant. On dit que la marche elle est plus haute. Alors déjà pour candidater au label, il faut avoir signé la charte. Donc il faut s'être déjà un peu posé la question de où on en est en matière d'achat responsable. Il faut avoir
établi des plans d'action et élaboré une stratégie en matière d'achat responsable, tout simplement parce que le label, je ne vais évidemment pas commenter cette slide dans les détails, rassurez-vous, il est composé en 5 domaines qui eux-mêmes ont 3, 4, 5 critères, puisqu'au total on a 5 domaines et 15 critères, et c'est ce référentiel-là qui va être analysé, alors d'abord par un organisme tiers indépendant, qui va donc auditer l'entreprise candidate, et ensuite soumis à la décision du comité de labellisation, qui est composé donc de membres de la médiation des entreprises, du Conseil national des achats et de beaucoup de professionnels, de grands professionnels du monde des achats ou des décideurs qui sont passés par la sphère achat et qui connaissent aussi le monde de la RSE. Donc, c'est le seul label public en matière d'achat responsable. C'est un label qui est reconnu comme exigeant. Mais c'est un label, quand les entreprises ou les entités publiques sont labellisées, c'est un label qui les aide aussi. Alors qui les aide vis-à-vis de leur partie en interne. C'est mobilisateur pour une organisation, parce qu'une fois encore, c'est un peu comme une démarche de certification, j'ai envie de dire. Donc c'est toute l'entreprise qui est mobilisée pour répondre aux différents critères. Et puis c'est aussi quelque chose qui est positif vis-à-vis des clients, vis-à-vis des parties externes, parce que c'est un avantage compétitif certain aujourd'hui, et de plus en plus, ce n'est pas le salon d'aujourd'hui qui va nous démentir. Alors, si je devais résumer ce parcours, c'est avec cette frise. Donc, on commence, donc, comme je vous l'ai dit, par un autodiagnostic flash, donc vous avez un certain nombre de questions, on le débrief, l'entreprise, l'entité, on va dire, l'organisation, puisqu'une fois encore c'est privé comme public, élabore une stratégie d'achat responsable, elle signe la charte RFAR, elle rentre dès lors dans une communauté qui a aujourd'hui plus de 2500 signataires, elle élabore un plan de progrès pluriannuel, elle affecte des ressources, elle choisit des indicateurs de progrès, et puis elle se fixe des objectifs. À ce moment-là, elle peut se faire auditer donc par un organisme tiers indépendant qui fait le rapport d'évaluation. On ne cherche pas des gens parfaits. C'est-à-dire que dans le label, tous les critères que je vous ai montrés, évidemment, ne peuvent pas être complétés à 100%, évidemment. Ce qu'on cherche, et nous on s'inscrit vraiment là-dedans, c'est une démarche de progrès continu. Donc quand un critère n'est pas jugé comme probant, ce qu'on demande à l'entité, c'est évidemment de mettre en place un plan d'action pour s'améliorer sur ce plan-là. Et c'est ça aussi qui sera regardé par le comité de labellisation. Donc le dossier avec l'évaluation de l'organisme tiers indépendant et le plan de progrès pluriannuel fait l'objet donc d'une analyse en comité de labellisation. Et quand l'entité est labellisée, elle obtient le label pour 3 ans. Et chaque année, il y a une revue qui s'intéresse précisément à l'avancement du plan d'action, puisqu'une fois encore, c'est vraiment cette démarche dynamique qui nous intéresse. On ne cherche pas les bons élèves, enfin on préfère avoir de bons élèves, mais on cherche vraiment des entités publiques comme privées qui s'engagent dans une démarche de long terme en faveur des achats responsables. Alors, quelques labellisés, c'est juste pour vous montrer la diversité. Alors, public comme privé, petit comme grand. On a des TPE, je crois que le plus petit labellisé en nombre de collaborateurs, c'est 8 collaborateurs. Et puis, on a des très grands groupes, puisqu'on a Michelin, le groupe Michelin par exemple, on a la SNCF, et on a aussi des entités publiques, on a des ministères, on a le ministère de la Défense, on a le ministère de l'Éducation nationale, on a aussi des collectivités publiques, de plus en plus, des groupements de collectivités publiques, on a aussi le secteur public hospitalier qui y vient, tout simplement parce que ça fait aussi partie de leur raison d'être, ils s'en rendent bien compte, les achats responsables, ça n'est pas une mode ou c'est pas un label gadget, c'est vraiment au cœur du fonctionnement et de la raison d'être de beaucoup d'organisations. Et quand les entreprises ou les entités ont compris ça, elles s'engagent assez naturellement dans cette démarche. Voilà ce que je voulais dire. Alors venez nous rejoindre. Merci pour cette présentation. On a le cadre, effectivement, avec ce distinguo important entre le label et la charte. Vous avez aussi parlé d'autodiagnostic. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est finalement comment on entre dans ce parcours. Qu'est-ce qui se passe au début? Est-ce que c'est
moi, entreprise, qui vient vous voir? Est-ce que c'est vous qui faites la démarche et qui dites à l'entreprise, ce serait peut-être le bon moment pour vous lancer dans une démarche de labellisation ou signer la charte? Comment ça se passe? Ça peut être les deux peut-être. Alors c'est exactement les deux. C'est exactement les deux. Alors ce sont de plus en plus des entreprises ou des entités publiques qui nous sollicitent. Mais c'est aussi nous, par exemple, typiquement par le genre de déplacement qu'on fait aujourd'hui. On espère pouvoir donner envie, vous voyez comme quoi, on espère pouvoir donner envie à des entités de s'intéresser à cette question, de regarder. Nous, on est un service, Isabelle l'a bien dit, on est un service public, donc on est rattaché au ministère des Finances, on a un site internet, donc l'autodiagnostic, vous le trouvez sur notre site. L'autodiagnostic, vous n'êtes même pas obligé, dans une première phase, de nous contacter. Vous remplissez, et c'est, si vous le souhaitez, que vous débriefez les résultats avec nous. Et c'est à partir de là que le dialogue se noue. Et généralement, quand le dialogue se noue, les entités, démystifient aussi la difficulté, le côté abstrait, le côté inaccessible de la chose. Parce que les questions, vous verrez, elles sont très pratiques ou pratiques. Alors, par exemple, c'est typiquement... Alors, je ne veux pas focaliser là-dessus parce que c'est un peu trompeur, mais c'est en même temps assez représentatif, c'est les délais de paiement. C'est à combien de jours payez-vous vos fournisseurs? Alors, vous allez dire, mais pourquoi vous faites une fixette là-dessus? On fait une fixette là-dessus, d'abord parce que quand même en matière d'achat... Il y a un cadre légal, alors, déjà, en matière d'achat, c'est quand même bien de savoir combien on paye ses fournisseurs, mais il y a surtout, effectivement, une loi. Il y a la loi LME. Donc, si vous voulez aller à un label public et que déjà vous commencez par dire moi, je ne paye pas mes fournisseurs dans le respect de la loi, c'est quand même un peu problématique. Mais en même temps, ça permet de sensibiliser les entités à cette problématique. De plus en plus d'organisations le sont. Enfin, il ne faut pas brosser un tableau noir. Mais c'est quelque chose qui est, on voit bien, en période de crise, et en France, on le sait en particulier, les délais de paiement sont souvent... tendance à se rallonger. Oui, et puis c'est un peu un coussin pour faire de la trésorerie parce que c'est compliqué. Donc, mais de plus en plus d'organisations sont sensibles à cet aspect pour une raison toute simple, c'est qu'au-delà même du simple respect de la loi, comme le disait Isabelle, l'idée avec ces achats responsables, c'est de nouer une relation de long terme, équilibrée, équitable. Et donc si vous voulez travailler en profondeur avec un de vos fournisseurs, si vous voulez qu'il soit aussi partant en matière d'innovation, il faut aussi lui donner les moyens de la confiance pour une relation pérenne. Et typiquement, c'est ça. Un autre point, on parlait tout à l'heure de décarbonation. La décarbonation, on a quelques questions, alors j'ai quelques questions sur la décarbonation. On va y travailler de manière à approfondir cet aspect-là, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, avec Scope 3 et puis avec toutes les normes qui vont s'imposer aux entreprises, le label achat responsable ne peut pas faire l'économie, de cet aspect-là. Nathalie le disait tout à l'heure, un achat responsable, c'est aussi tout ce qui est sur le cycle de vie du produit. Donc c'est est-ce que je me pose la question quand j'achète un produit de savoir où il est fabriqué, comment est-ce qu'il vient à Marseille? Est-ce que c'est un conteneur qui vient d'Asie du Sud-Est, d'Amérique du Sud? Ou est-ce que finalement c'est un circuit plutôt court? Et est-ce que finalement les 15% peut-être un peu plus chers, ils ne sont pas compensés autrement? Comment est-ce que je fais pour calculer ça? Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites parce que, et c'est pour ça que j'ai commencé par la définition de l'achat responsable. Comment est-ce que je vais réussir à convaincre une entreprise d'acheter en local si ça coûte plus cher? Quelle est finalement la démonstration à faire? Alors nous, dans le label, on ne cherche pas à convaincre de ça. Une fois encore, le label RFAR, je parle sous le contrôle d'Isabelle, on regarde, si vous voulez, toute une série de critères qui montrent comment l'entreprise achète. On ne va pas inciter, on peut pas inciter. Après, alors c'est peut-être une incitation indirecte, mais en tout cas, en se posant ces questions, l'entreprise fait son choix. On lui fait prendre conscience qu'elle n'achète pas forcément responsable. Oui, tout à fait. Quand elle si les critères sont pas probants, à un moment, c'est que quelque part, oui, au sens du label, elle n'achète pas responsable. Est-ce que cette démarche d'achat responsable, elle est, et vous avez en partie répondu à la question tout à l'heure, mais est-ce qu'elle est réellement applicable à tous les secteurs aujourd'hui? Est-ce qu'on peut finalement la dupliquer sur toutes les filières d'activité? Alors la réponse, elle est oui. En fait, le label et les critères du label montrent, par la variété des labellisés, vous l'avez vu, on a à la fois le groupe ADP, on a Orange, mais on a aussi, je vous ai dit, une petite entreprise qui a 8 salariés, une agence de communication, on a des collectivités territoriales de petite taille, on a aussi des ministères. On se rend compte qu'effectivement, chacun des critères du label, il a été construit comme ça grâce à la norme ISO 20400. Ça permet de couvrir l'ensemble du spectre des organisations privées, publiques ou parapubliques, de petite comme de grande taille. Évidemment, on ne peut pas exiger la même chose d'une entreprise
très structuré, qui a 100 000 collaborateurs, d'une petite entreprise où les choses seront moins formalisées. C'est aussi ça la valeur ajoutée du label, c'est de prendre en compte aussi quand même, il y a un principe de réalité, et de l'adapter. Et c'est pour ça qu'on est très attentif, je vous le disais, à la démarche de progrès et donc aux efforts mis en œuvre. Quand un critère n'est pas probant, on ne rejette pas d'emblée et on ne dit pas c'est pas bien, on dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer et à quelle échéance, avec quels objectifs, qu'est-ce que vous mettez en œuvre. Et c'est comme ça que les entreprises, les entités progressent. Insister sur la première étape qui est la signature de la charte, qui est un levier extrêmement important. Donc on veille toujours à donner une certaine publicité pour que l'entreprise se sente vraiment engagée. C'est juste un engagement, mais on le rend public, ça lui donne plus de valeur. C'est un outil extrêmement important aussi en interne. Donc pensez-y, parce que cette première étape peut souvent vraiment constituer un levier pour rentrer dans la démarche. Évidemment, la labellisation, c'est plus complexe, c'est plus long, ça prend du temps, il ne faut pas se décourager. Mais je pense qu'il faut vraiment regarder de près cet engagement que constitue la signature de la charte, auquel on donne une certaine visibilité pour que, une fois qu'on a signé la charte, on ne revient plus en arrière. On ne revient plus en arrière et on va le voir, hein, il y a de plus en plus d'entreprises effectivement qui font cette démarche. Nathalie Paillon, comment on mesure le chemin parcouru? C'est vrai que c'est une question qu'on se pose tous, hein, parce que s'engager dans les achats responsables, finalement, on a tous envie de le faire quelque part quand on est une entreprise. Dans un monde idéal, en tout cas. Vous avez, vous, mis en place justement un baromètre parce qu'il fallait pouvoir dire de quoi on parlait et mesurer ce fameux chemin à parcourir et celui déjà effectué? Oui, c'est ça. Alors c'est vrai que ce baromètre donc, qui a été mis en place, là on va attaquer la 14e édition, là, on la lance mardi prochain, le 8 novembre. Donc baromètre, en fait, ça a été la première opération de mesure en fait des actions relatives à ce sujet-là qui était assez nébuleux il y a 14 ans. On commençait à avoir quelques bribes. Achat responsable, d'ailleurs, le terme n'existait pas réellement. Donc, il y avait l'ISO 26000 que vous tous dans la salle devez connaître au niveau de la RSE. Et puis, au niveau des achats... C'est vrai que Isabelle a un petit peu expliqué l'origine de la charte. Tout ça, c'est lié, en fait. Et parce que l'histoire de l'ISO 20400 et les achats responsables est très, très française à l'origine. Donc la crise de 2008 pose beaucoup de problèmes beaucoup de questions sur les relations inter-entreprises. Pourquoi tout se bloque? Pourquoi les entreprises n'ont plus de financement? Et donc, on veut aller chercher ce qui se passe dans la relation fournisseur. Et donc, l'Obsar crée ce premier baromètre. Et donc, ça fait 13 ans qu'on analyse la progression des achats responsables dans l'économie française. Ce qu'on constate, c'est que c'est un mouvement, en fait, qui n'a jamais faibli. Qui a connu, il faut être honnête, une petite baisse de régime dans les années 2017, 2018, 2019, juste avant le Covid. Pourquoi? Parce que la crise était là. Voilà, donc évidemment, les entreprises et les achats qui sont aux prises vraiment avec l'actualité économique, notamment de leur organisation, sont plutôt orientés à ce moment-là vers... des baisses de prix, donc la RSE est encore un tout petit peu en retrait. Et en fait, la crise de la Covid a totalement changé la donne. Et aujourd'hui, même les crises que l'on constate aujourd'hui, les crises notamment au niveau de l'énergie, poussent les entreprises à s'intéresser vraiment de manière incroyablement importante à ce sujet-là. Ça veut dire que la bascule, la prise de conscience, elle était là, mais un peu sous-jacente. Vous avez adapté depuis 14 ans le baromètre pour rajouter des choses mesurées autrement. Vous avez affiné les choses au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps? Oui, bien sûr, parce que, bien évidemment, en 14 ans, la maturité des achats responsables a considérablement évolué. La norme ISO 20400 sur laquelle nous, on a
très intervenus au niveau de la France. On pilotait, Ludovic a présenté les quelques chiffres de la norme. La norme a été copilotée par la France. C'est quelque chose de très important. On est très, très en avance sur ce sujet au niveau mondial. Et donc oui, les choses ont beaucoup maturé en termes de méthodologie qu'on va pouvoir déployer dans les organisations pour porter la démarche achat responsable. Ça, c'est une des premières évolutions, et la charte et le label permettent de matérialiser en fait les plans d'action, ce qu'on appelle souvent dans les entreprises des feuilles de route, pour déployer ces achats responsables. On a aussi eu... alors, il y a des sujets aussi qui se sont considérablement étoffés. La décarbonation des achats, la décarbonation de l'entreprise, c'est le sujet phare du moment. Donc là, évidemment, à travers le baromètre, on va aller dans le détail des actions des entreprises sans savoir où elles en sont. Et elles ne sont pas très très loin encore, il faut être honnête. Alors justement, je l'ai regardé un petit peu ce baromètre, vous vous en doutez. Et moi, j'ai quand même été agréablement surprise, parce qu'on peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais 9 organisations sur 10 ont au moins commencé à s'engager dans cette fameuse démarche d'achat responsable, certes à des stades différents, mais en tout cas, la dynamique est là. C'est évident et c'est de plus en plus vrai. Donc, je vous disais, depuis la crise du Covid, les entreprises, en fait, vraiment sont très, très engagées, sont de plus en plus engagées dans les achats responsables. Et là, depuis quelques mois, c'est tout à l'heure, dans la table encore précédente, la table ronde précédente était super intéressante parce que c'est un vrai lien. C'est dommage peut-être que vous n'y aviez pas assisté. C'était un vrai lien avec les achats responsables. C'était sur la comptabilité, notamment la comptabilité RSE. Il y a un tsunami là. Pourquoi? Alors, expliqué par plein de choses. Donc, les achats, c'est une très très grosse partie de l'action RSE d'une entreprise. Si 60% des dépenses du chiffre d'affaires de l'entreprise est constitué par les achats, ça veut dire que au minimum 60% de ces actions RSE sont concentrées dans les achats. Et donc là, il y a tout un pan à investiguer. Puisque les entreprises sont engagées sur ce sujet-là, mais aujourd'hui, la hauteur des actions mises en place ne sont pas adaptées, cohérentes avec l'importance du sujet, par exemple. 9 organisations sur 10, je disais à des degrés divers, vous avez quand même noté une accélération depuis, effectivement, depuis cette année. On se rend compte que cette notion d'achat responsable, elle est davantage dans l'esprit des entrepreneurs parce que changement climatique, parce qu'on a touché du doigt finalement certaines réalités avec les crises. Oui, moi je pense. C'est vrai que honnêtement, dans notre baromètre, on ne regarde pas cet aspect personnel. Moi, je suis totalement convaincue qu'en fait, comment on va dire, le sens que l'on donne personnellement à son action professionnelle se reflète dans la maturation de ces sujets tels que les achats responsables. C'est une évidence. Maintenant, au niveau plus macro, il y a quand même des choses qui ont considérablement évolué ces 2 dernières années. La réglementation, incroyable, que ce soit pour les marchés privés ou les marchés publics, qui sont très en avance sur ce sujet-là, de manière tout à fait incroyable. On pourrait ne pas le croire, mais oui, la commande publique est en France vraiment un moteur de cette démarche d'achat responsable. La commande publique durable, c'est vraiment quelque chose qui tire l'économie et le secteur de l'ESS en bénéficie beaucoup depuis de nombreuses années. Alors justement, vous en parlez de cette commande publique. C'est intéressant effectivement de regarder le delta finalement qui existe entre la commande publique et la commande privée sur ces questions d'achat responsable. Quand on leur demande pourquoi ils se sont engagés dans cette démarche, il y a des critères et c'est assez frappant de voir que d'un côté, on a la réglementation qui oblige en quelque sorte, et c'est vrai notamment pour la commande publique. De l'autre côté, commande privée, on est davantage sur des questions d'éthique. Exactement. C'est vrai que c'est 2 mondes très différents.
pour les raisons de leur engagement sont très différentes, mais après, on voit que dans les actions, on va dérouler les mêmes méthodologies, les mêmes types de critères, etc. Mais c'est vrai. Ça donne 2 podiums très contrastés. Hein. Absolument. Et il faut dire que, alors c'est européen, hein, mais c'est vrai que la commande publique est vraiment dirigée par le juridique. Et donc, il a fallu cet aspect réglementaire pour que les choses se mettent réellement en place. Aujourd'hui, c'est clairement le cas sur de plus en plus de sujets. Hein. L'économie circulaire, vous avez sûrement tous entendu parler de la loi AGEC, donc anti-gaspillage, donc là qui a mis vraiment l'accent là depuis cette année sur l'économie circulaire sur 17 familles d'achat particulières. Donc là, toutes les organisations publiques mènent des actions pour travailler sur le réemploi, l'achat de produits reconditionnés sur ce qui est demandé dans la loi. Donc, les marchés publics fonctionnent avec la loi. C'est contraignant, mais ça va dans le bon sens. Alors évidemment, alors là, je sais pas, donc bon, il n'y a pas grand monde, donc c'est bon, je peux pas, je vais pas recevoir trop de tomates. Dans les faits, c'est pas très contraignant. Ça devient contraignant si le marché n'est pas là. Ça oblige en tout cas. Ça oblige, mais quand le marché est là et les fournisseurs prêts à faire, alors c'est pas si contraignant que ça. Alors, je pioche au hasard, hein, parce que moi, forcément, il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellée dans votre baromètre. Quand on regarde dans le détail, ce qui est assez frappant, c'est que les entreprises, là on revient dans le privé, les entreprises qui n'ont pas encore entamé le chemin vers les achats responsables sont en grande majorité, alors là, je n'en revenais pas, des PME. Pourquoi ? Est-ce qu'on sait le dire ? Et je crois que c'est d'ailleurs pareil aussi pour les petites collectivités. Est-ce qu'il y a justement une question de taille ? Et oui, alors c'est une conséquence. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit non plus pourquoi les entreprises aujourd'hui vraiment s'intéressent et s'engagent dans des démarches achats responsables. Il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en considération. Donc la demande des clients, les grands donneurs d'ordre, enfin, en tout cas, ça a commencé comme ça en France, hein. Les grands donneurs d'ordre qui demandent à leurs fournisseurs, qui eux-mêmes vont demander à leurs fournisseurs, etc. Donc, il y a une question en chimie d'osmose, là, où voilà, ça progresse petit à petit dans la chaîne de valeur. Et les PME, elles sont, voilà, c'est la dernière étape, d'accord. Ensuite, la réglementation ne s'applique pas aux PME. Donc, en fait, elles ne sont pas forcées, elles ne sont pas obligées de mettre en place des choses. Donc, elles vont le faire lorsque leurs clients, donc donneurs d'ordre, leur demandent. Voilà. Et puis, il y a une autre raison, c'est que... et donc là, ça expliquerait pourquoi plus les grandes ou moyennes entreprises s'intéressent à ce sujet-là. C'est parce qu'elles sont évaluées de manière extra-financière. Notamment, vous avez tous vraisemblablement entendu parler de la notation EcoVadis. Et en fait, dans la notation EcoVadis, il y a différents pans de la RSE qui sont notés. Et aujourd'hui, nous, on constate que les entreprises viennent nous voir à l'Observatoire des achats responsables parce que leur note achat responsable plombe leur note globale. Ça veut dire qu'en fait, l'entreprise a mis en place un certain nombre d'actions RSE globales, notamment vis-à-vis de ses propres activités, vis-à-vis de ses salariés. Ça, c'est vrai, c'est depuis très longtemps. Par contre, au niveau achat responsable, les démarches sont encore assez faibles. Et là, c'est vraiment, là, ça va se jouer dans les 2 prochaines années, je pense. Et alors, même question concernant les ETI. Ça aussi, c'est assez surprenant. Les ETI qui sont en général... des fleurons français, hein, y compris à l'international, ont du mal à y venir. Elles sont plus lentes. Quelle est la problématique pour les ETI ? Alors là, c'est une question d'industrie. C'est vrai qu'on constate que globalement, les ETI n'ont pas encore... en tout cas la majorité, n'ont pas encore déployé de démarches achats responsables de manière très importante.
Là, je pense que l'explication, elle est vraisemblablement différente. C'est que ces ETI-là des usines, ont un socle industriel fort, productif fort, sur lequel elles ont travaillé. Elles ont énormément travaillé, mais peut-être que ces industries-là n'ont pas, par exemple, une fonction achat qui est identifiée comme dans d'autres grandes entreprises où cette fonction achat a maturé depuis maintenant 20 ans. Et donc, elle est identifiée, elle va gérer un certain nombre de dossiers. Dans l'industrie, pour avoir travaillé et être moi-même ingénieur, les achats, c'est près de la prod. C'est dans la direction industrielle. Donc on fait des choses, mais peut-être pas en les nommant achats responsables. Et donc là, il y a encore un petit pas, on va dire, sémantique à faire, où on doit aller vers eux, peut-être pour que ce chemin, ce gap se réduise un peu. Ce qui apparaît aussi, et vous pourrez d'ailleurs réagir, hein, n'hésitez pas, largement dans votre baromètre, c'est que, et on en a beaucoup parlé ce matin aussi sur la comptabilité intégrée et l'extra-financier, c'est le manque d'outils de mesure de cette démarche. D'où peut-être l'importance effectivement de créer des contenus, d'accompagner et de commencer à mesurer. Oui, alors ça c'est vrai que c'est un problème. C'est un vrai problème. C'est un sujet sur lequel on travaille. Nous, à l'Obsar, on a travaillé il y a quelques années sur la création de l'identification de 14 indicateurs achats responsables qui permettaient à chaque organisation de se retrouver dans cette action. Vous imaginez que 60%, encore une fois, hein, l'importance de ce sujet, la complexité de ce sujet, c'est de l'achat responsable. De l'achat est très compliqué à identifier. 14, par exemple, pour qu'on... Eh bien, par exemple, pour pouvoir identifier ces actions au niveau social, puisque là on est au niveau dans un salon ESS, c'était que un des indicateurs était montant ou pourcentage des achats réservés au secteur de l'ESS. Parce que le fait de réserver une partie de sa dépense à ce secteur-là permet de soutenir le volet social, sociétal de sa politique RSE. Voilà, par exemple. Ludovic. Oui, je voulais effectivement appuyer ce que dit Nathalie, c'est que par exemple dans le label RFR, on a ce genre d'indicateurs, de critères qu'on suit, alors de façon un peu macro, parce qu'effectivement c'est assez difficile de rentrer dans le détail, mais typiquement sur effectivement les emplois réservés, inclusion sociale, ou autres aspects qui sont disséminés au sein des critères que j'ai montrés tout à l'heure. C'est vrai que là-dessus, il y a encore un travail à accomplir. Ouais. Et pour faire la manière dont ce sujet du reporting va évoluer, je pense qu'il va se rapprocher de plus en plus du reporting extra-financier. Tout à l'heure encore, on a parlé de la CSRD. Vous connaissez sûrement ce nouveau référentiel qui remplace la DPEF, qui est le référentiel aujourd'hui français, donc déclaration de performance extra-financière, qui concerne un certain nombre, petit nombre d'entreprises en France. Donc cette déclaration extra-financière permet évidemment à l'entreprise de dire ce qu'elle fait au niveau social, donc au niveau de ses salariés, au niveau de l'environnement, etc. Donc avec la CSRD qui va concerner beaucoup plus d'entreprises et qui va aller plus en profondeur sur certains sujets, les achats vont être appelés à contribuer un peu plus au reporting extra-financier de l'entreprise, de leur entreprise, et de manière plus, officielle, entre guillemets. Ludovic, oui, Isabelle, n'hésitez pas aussi à interagir. Effectivement, aujourd'hui, Nathalie l'a dit tout à l'heure, en France, la France a copiloté la norme ISO 20400 parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'on avait un avantage compétitif. Il faut aussi dire les choses comme elles sont. Donc, c'est un vrai plus. Et quand on voit le pays, je crois qu'il y a la Scandinavie qui est un peu devant nous, mais après, on vient juste derrière, je crois. Donc, on est vraiment très bien placé. Donc, c'est même l'Europe qui est plutôt très bien positionnée sur ce plan-là. Et l'idée, effectivement, de faire inscrire ces achats dans les normes extra-financières, aujourd'hui, c'est quelque chose que la France officiellement pousse. Et notamment à travers un sous-groupe qui s'appelle l'EFRAG, etc., auquel on essaye de contribuer
Et donc, nous, on va essayer d'alimenter et de faire rentrer cette problématique achat pour qu'elle se retrouve ensuite dans les notations extra-financières et que des entités labellisées RFAR, mais d'autres aussi évidemment, qui remplissent ces conditions d'achat responsable, soient déjà promues pour les efforts qu'elles ont accomplis. Et si vous voulez, voilà un avantage compétitif qui se traduirait très concrètement, puisque ces normes extra-financières, on sait qu'elles vont avoir de plus en plus d'importance, notamment vis-à-vis des investisseurs. Oui, on en a effectivement longuement parlé tout à l'heure, et on voit que finalement les sujets sont liés, hein, sont vraiment imbriqués. Justement, pour rebondir, est-ce que les entrepreneurs aujourd'hui ont conscience de ce durcissement des choses qui se profilent? Parce qu'on a parlé tout à l'heure justement de la taxonomie, on a parlé aussi de tout ce qui était bilan carbone, hein, on a durci les choses sur la question du bilan carbone depuis le mois de juillet. Est-ce que les entrepreneurs ont ces échéances en tête quand on leur dit achat responsable, quand on leur dit mesure? Est-ce qu'ils ont finalement conscience, eux aussi, d'être touchés à leur échelle? Alors répondre globalement, je ne sais pas, ce serait peut-être que là, Ludovic... voilà. Moi, répondre globalement, on peut pas. En revanche, ce qu'on voit chez nos grands labellisés, qui sont des groupes cotés, c'est que cette problématique-là, elle s'impose à eux. Elle s'impose parce qu'ils ont une pression des investisseurs, des fonds d'investissement. Et pour avoir participé à une convention fournisseur d'un de nos gros labellisés, qui est lui-même filiale d'un très grand groupe, le message du directeur achat et du secrétaire général du groupe, ça a été de dire nous devons réduire, je ne me rappelle plus, je crois que c'était l'empreinte carbone, de 30% d'ici 2025 ou 2030. Il a regardé la salle, c'était une salle comme la nôtre aujourd'hui, il a dit je compte donc sur vous. Et donc ce sont aux fournisseurs, et donc c'était cette espèce de ruissellement, et c'est comme ça qu'on arrive à adresser ensuite les ETI, les PME et les TPE. Oui, ça revient à la question que je vous posais tout à l'heure, à savoir comment on fait pour les convaincre. Effectivement, quand ça pousse comme ça depuis le haut, des gens qui sont effectivement contraints, parce que c'est une contrainte sur ces grands groupes, spontanément ils s'en passeraient bien, mais ils sont contraints et donc ils s'adaptent. Il y a une grande plasticité et ils comptent sur leur réseau de fournisseurs pour le faire, pour les accompagner aussi, d'où l'importance de la démarche achat responsable. Et c'est la même chose, je termine juste là, dans le secteur public aussi, par l'incitation à la commande publique. Donc il y a les SPASER, et puis il y a effectivement toutes ces clauses. Nathalie l'a très bien dit, la commande publique c'est du droit. Donc très longtemps ça a été un frein. On essaie d'en faire un levier plutôt. Voilà. Et il y a aussi cette notion, on en avait parlé ensemble, il me semble, Ludovic, de coût global à prendre en considération, que peut-être pour l'instant les entreprises n'ont pas totalement intégré. On se dit, je vais aller acheter moins cher tel ou tel produit à l'autre bout de la planète, sauf que quand on raisonne en coût global, on va peut-être payer davantage en proximité, mais on sera plus vertueux. Alors c'est vrai, simplement la difficulté à laquelle sont confrontées les entreprises, c'est justement la décomposition du coût. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, il faut essayer de mesurer. Et c'est très compliqué. Selon les segments, c'est très compliqué. Alors on sait que c'est quelque chose vers lequel on se dirige de plus en plus, parce qu'on sait qu'il y a Scope 3, on sait qu'il y a plus en plus d'indicateurs qui vont permettre, comme ça, d'ajouter des briques à la décomposition du coût. Mais aujourd'hui, il faut être très honnête, on l'a, nous, dans le label, hein, c'est un des critères, mais on n'en a pas fait une question majeure, justement, parce qu'on ne va pas dire à une entreprise comment vous n'êtes pas excellente là-dessus, si on ne sait pas lui dire, voilà l'outil pour le faire. Nathalie ? Ouais, et là, sur ce sujet, en fait, il y a besoin des directions financières et des directions générales pour rendre possible, en fait, ce calcul du coût global. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chacun a son budget, chaque direction a son budget, et donc quand on regarde un produit sur son cycle de vie, il va y avoir le service qui achète, donc qui investit. Donc lui, peut-être qu'il a un capital à investir et donc il n'a pas envie de payer plus cher parce que sinon ça voudrait dire qu'il va acheter moins. Le service qui va payer la fin de vie, donc la gestion des déchets, on n'en a pas parlé,
Lui, c'est un service spécial. Donc, celui qui achète, par exemple, le service qui achète, il n'a pas envie nécessairement de se poser la question de prendre en charge son surcoût de fin de vie dès l'achat. Et donc, en fait, ça pose des problèmes de contrôle de gestion. Et donc, la direction financière a un rôle à jouer dans les règles de prise en considération des coûts dans l'entreprise. Ludovic, je voyais que vous vouliez rajouter quelque chose. Oui, c'est ça. Si on prend l'exemple de la gestion des déchets en fin de vie, c'est très bien. On peut aller, on va dire avec une direction financière, on va mettre un coût, donc on va faire un pourcentage du coût global. Mais après, où est-ce que vous les gérez? Vous les gérez dans une entreprise de proximité de déchets ou vous les envoyez en Inde? Vous les envoyez et là encore, on ne sait pas faire. Enfin, on ne sait pas nécessairement faire. C'est pas encore très mature. Voilà. Mais par contre, on sait très bien que c'est là où il faut aller. Il faut que les entreprises même y aillent vite. Ça n'est pas mature, mais on avance. Et on avance rapidement, manifestement. Alors, parfois, parce qu'on y est obligé, mais on sent que la volonté est en train de naître, y compris dans les entreprises. Hein. C'est très clair dans votre baromètre. Oui, tout à fait. Et puis, il y a quand même énormément de fournisseurs, d'entrepreneurs qui se saisissent de tous ces sujets-là, qui réfléchissent, qui proposent des nouveaux produits. Et tout ça, en fait, ça va créer un renouveau pour le sourcing. Hein, parce que l'acheteur, il doit acheter un produit chez un fournisseur. Donc, c'est ça son boulot. Donc, il faut quand même qu'il aille trouver des solutions. Et donc, plus il y aura de solutions vertueuses, et avec des entrepreneurs, des fournisseurs qui comprennent sa manière de penser, ou les contraintes de l'acheteur, qu'est-ce qu'il va chercher à travers ces démarches achats responsables, quels sont les critères qui sont importants pour lui, ça va permettre aussi à l'offre de s'adapter et de répondre plus facilement donc, aux besoins de l'acheteur. Voilà. Vous avez posé la question tout à l'heure des collectivités qui sont un peu lentes, hein, puisque dans le système précédent, donc le système de SPASER, de préparation, de planification des achats socialement et écologiquement responsables concernait, je crois, 180 collectivités. Maintenant, avec les nouveaux seuils, c'est bientôt 300. Mais on sait que sur les 180, il n'y en avait pas beaucoup. Donc on espère que de revenir un petit peu sur ce sujet va engager d'autres collectivités. Et maintenant, donc 300 sont concernés. Et j'en profite pour rappeler que si nous sommes là, médiation des entreprises, c'est parce que nous avons signé un accord de partenariat avec l'ESS France, donc la structure qui rassemble toutes les chambres des ESS. Et nous sommes partenaires cette année, parrain pour la deuxième fois de la semaine achat responsable qui a lieu la troisième semaine du mois de l'ESS, puisque le mois de l'ESS, en fait, on inaugure quasiment aujourd'hui avec cette très très belle rencontre. Donc la troisième semaine qui démarre mi-novembre, une semaine vraiment dédiée à ces achats responsables, donc avec beaucoup d'événements. C'est dans une diapo là, que j'avais là, mais vous pourrez y accéder ultérieurement. L'année dernière, il y avait une centaine d'événements dans le cadre de cette semaine. Cette année, c'est la deuxième édition. Et c'est aussi un levier, cette fois-ci, qui est vraiment ciblé vers les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour embarquer encore plus de monde dans les achats responsables. Oui, pour faire savoir, hein, c'est important. Absolument. Et c'est pour ça que nous en sommes le partenaire également cette année. Merci. Merci beaucoup Isabelle, Ludovic et Nathalie. Je vais me tourner vers la salle pour voir s'il y a des questions peut-être pour vous trois sur cette notion d'achat responsable, des choses à préciser, des réactions peut-être. N'hésitez pas. Voilà, juste 2 questions peut-être. Voilà, parfait. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir quand on signe la charte, quand on a une entité globale avec plein de sociétés, on peut la signer au niveau groupe ou c'est entité par entité? Ludovic. Alors, merci pour votre question. Évidemment, on a envie de dire au niveau groupe, mais en fait, non, on peut le faire entité. Alors, ça dépend. Si vous voulez ne labelliser qu'une partie du périmètre, parce que vous pensez que c'est celle-là sur laquelle vous vous concentrez, c'est possible. Si vous voulez, faire signer la charte à toutes les entités, on signe qu'une charte. Hein. Vous dites que c'est au niveau du groupe, voilà. Mais si vous dites, voilà, on n'est pas mûr sur tout, on a envie de se lancer sur une partie du groupe, voilà, ça se fait. Hein.
pouvez faire du sur-mesure, en quelque sorte. Oui, puis une fois encore, c'est une démarche de progrès continu, donc c'est graduel. Donc voilà. Donc on peut signer la charte au niveau groupe, mais labelliser que les entités qui ont une structure achat suffisante. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci. Je crois qu'on avait une question un tout petit peu plus haut. Question ou réaction, je ne sais pas, d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Oui, vous avez... alors, il y avait un mot-clé, moi, qui n'a pas été assez mentionné. Vous l'avez dit, Madame Paillon, tout à la fin. Vous avez parlé de sourcing. Et pour moi, c'est un terme qui est indissociable, en fait, des achats responsables, parce que pour acheter, il faut savoir sourcer. Et la problématique, en fait, elle est souvent là, c'est que... Alors, pour des grands groupes qui sont structurés en service achat, etc., c'est peut-être plus évident. Mais pour des PME, c'est plus compliqué, voire des TPE. Et pour avoir du sourcing responsable, il faut avoir des offreurs responsables. Et ça fait le lien avec une démarche RSE, de mon point de vue. Alors c'est vrai que si on l'aborde sous l'angle social, c'est plus facile. On a ESS et on sait choisir un prestataire qui est dans l'univers de l'ESS. Mais dans les autres domaines, c'est plus compliqué. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un discours un petit peu différent, du coup, à porter pour les offreurs de solutions responsables, leur dire qu'il faut faire de la RSE, oui, mais leur dire que c'est différenciant, oui, mais aller encore un petit peu plus loin pour leur dire que ce sont des offreurs responsables et qui peuvent s'inscrire aussi dans cette chaîne de valeur. Nathalie ? Et après, j'aurais une question complémentaire, peut-être. Bien sûr. Alors, ça pose le problème. À mon avis, il y a deux choses... moi, ça m'évoque deux choses. D'abord, la professionnalisation de l'achat dans tout type d'organisation. D'abord, l'achat, c'est quelque chose qu'on fait tous dans notre vie de tous les jours. Donc, quand on est dans une petite entreprise, en général, on ne reconnaît pas que c'est un métier. Donc ça, c'est déjà un premier souci. Pour sourcer correctement, il faut reconnaître qu'en fait, c'est un métier, partagé ou pas, je peux avoir plusieurs casquettes, mais c'est un métier. Donc ça, on a déjà des progrès à faire dans l'éducation, de tout le monde, je dirais, de l'école de commerce jusqu'à l'ingénieur. Et là, moi, j'en ai des choses à raconter à ce sujet-là. C'est-à-dire que les achats, typiquement, moi, avant de bosser dans un service achat, je ne savais pas que c'était une fonction. Pourtant, je suis ingénieure, j'ai fait un MBA, etc. Donc, jamais entendu parler. Donc, vraiment, on a quand même du boulot à faire de ce côté-là. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, la deuxième chose que moi, ça me dit, c'est l'autre côté, c'est-à-dire les marketeurs. Les marketeurs et les producteurs. C'est-à-dire que dans les entreprises, il faut qu'ils sachent quoi dire. Que donc, moi en tant qu'entreprise... je connaisse mes impacts et que donc dans mon offre, même dans ma production, je travaille sur la limitation de ces impacts et que donc je les fasse valoir dans mon offre de service, dans mon offre produit. Donc ça veut dire que tout ça, en fait, c'est un double mouvement qui doit se mettre en place. C'est pour ça que c'est long, c'est pour ça que c'est extrêmement long, voilà. Trop long, mais il faut qu'en fait chaque partie fasse son petit bout de professionnalisation. Est-ce qu'on peut imaginer demain avoir un listing, un référentiel, un annuaire des offreurs, comme vous disiez, responsables, ou est-ce que c'est une idée qui paraît difficile à mettre en œuvre ? Alors, a priori, c'est extrêmement difficile. Je mets les pieds dans le plat et je le fais exprès. C'est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Je pense que là, l'intelligence artificielle, la vraie, pourrait quand même permettre d'identifier un certain nombre de critères. Peut-être que la mise en place, par exemple, de la CSRD, de manière beaucoup plus large, avec ce type d'indicateur, permettra quand même d'avoir des indications sur le caractère vertueux, responsable de plus d'entreprises. Aujourd'hui, typiquement, on n'a pas beaucoup de moyens de le faire. Il y a des outils qui existent
il y a des outils qui existent. Alors déjà, le premier, c'est peut-être les évaluations extra-financières, même si ça répond que très partiellement au sujet. Bon, c'est quand même une première... C'est un début de réponse. Voilà. Oui. Après, il peut y avoir des annuaires par filière. Alors là, on n'a pas du tout parlé des approches filières. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que dans chaque chose que je vais acheter a des impacts particuliers. Et en fait, qui mieux que la filière connaît ses vrais impacts, ses véritables impacts, et qui mieux que la filière peut agir globalement sur sa chaîne de valeur. Donc tout ça, ça veut aussi dire que si on veut une action réelle, il faut que tout le monde s'y mette, quoi. Donc en effet, c'est pas que l'acheteur, c'est pas que le marketeur côté fournisseur, c'est la filière qui doit prendre en main vraiment ces enjeux. On parle de la décarbonation, ça peut pas se faire entreprise par entreprise. Ce sont vraiment des enjeux qui sont extrêmement impactants et donc qui doivent être menés, gérés à des endroits, on va dire, un peu plus globaux. Comme finalement, c'est fait, peut-être on peut faire un parallèle avec la commande publique. Il faut une réglementation, il faut une manière de faire qui soit acceptée, d'une manière ou d'une autre, par toute une filière. Et puis ensuite, ça commence à se mettre en œuvre. Un effet boule de neige. Mais c'est vrai que c'est un des sujets, on va dire, compliqués. Et aujourd'hui, c'est compliqué de faire du sourcing, c'est clair. Et ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre, si on doit comment on va dire, le justifier, il vaut mieux savoir de quoi connaître le métier que j'achète pour pouvoir être sûr de ce que je fais. Et c'est extrêmement complexe. On est forcément offreur ou fournisseur de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, si effectivement ça se met en place dans les deux sens, forcément, par ricochet, ça devrait fonctionner. Bon. On espère. Mais il faut de la relation, encore une fois, fournisseur. Il faut se rencontrer. Ce matin aussi, on a parlé beaucoup de coopération. Il faut coopérer, il faut se connaître, en fait. Parce que si on ne se connaît pas, c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. Si on ne se connaît pas, on peut pas avancer ensemble, quoi. Mais c'est un vrai sujet, le sourcing. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Est-ce qu'on a une dernière question ? Et puis après, je vais peut-être vous libérer parce que je vais vous laisser aller faire connaissance autour d'une table, éventuellement. Bonjour. Alors, on ne vous entend pas. Bonjour, Fabienne Carias. Alors, moi, je suis consultante sur les démarches QSE et RSE. Donc, je globalise un peu tout. Et à la fois, j'ai participé à la table sur la comptabilité intégrée et aujourd'hui. Donc, je rejoins à 100%, 1000% ce que vient de dire Madame Paillon sur le fait de, déjà, il faut former les acheteurs. La commande publique, oui, effectivement, mais souvent ceux qui évaluent les offres ne savent pas, il y a eu des critères de mise en matière d'achat responsable, mais ils ne savent pas les évaluer. Donc du coup, ok, on gagne un point, on gagne un demi-point, on gagne un quart de point, mais derrière, ça ne sert à rien, honnêtement. Ça, c'est le premier point, où donc former les acheteurs et tous les acheteurs des collectivités, mais aussi aller plus globalement vers les acheteurs des entreprises et autres. Le deuxième point, c'est aussi arrêtons de travailler en silo. C'est l'intervention, question un peu tardive que je voulais aborder tout à l'heure. C'est dans nos entreprises ou sur nos territoires, arrêtons de travailler en silo. Par rapport à la problématique de tout à l'heure avec les achats, avec la comptabilité intégrée, mais on a la même chose avec les achats. Allons voir aussi dans l'entreprise. Il y a des métiers qui s'appellent des responsables qualité, sécurité, environnement, qui permettent d'apporter aussi de l'information, à l'image des contrôleurs de gestion, où ce sont des métiers qui sont transversaux, qui peuvent apporter de l'information. Quand il y a de l'achat, il faut aussi regarder qu'est-ce qui se passe et de quoi a besoin la prod ou les autres métiers. Si on continue dans les normes qui ont été citées, aujourd'hui, par exemple, l'ISO 50000 sur les achats énergétiques, sur les évolutions, la performance énergétique, aujourd'hui, on impose dans la norme de mettre autour de la table les achats, de mettre autour de la table la maintenance, la conception, la prod, etc. Pourquoi ne le faisons-nous pas pour tout le reste ?
Aujourd'hui, je vais dire, le côté tout financier ou tout commercial, c'est complètement dépassé. Et je rejoins pour le coup un des interlocuteurs de tout à l'heure sur le fait que les entreprises qui ne vont pas vers la RSE, et on peut y aborder par n'importe quel bout, demain, ils sont morts. Bah, c'est peut-être effectivement pas optimiste, vous avez raison, mais c'est assez réaliste, je pense. Je crois qu'on est assez nombreux à partager cette remarque. Alors peut-être pas demain, peut-être après-demain, mais en tout cas, elles iront vers de grosses difficultés. La transition, elle doit se faire. Hein. On n'a pas vraiment le choix. Je crois qu'on l'a tous compris, que ce soit sur la transition écologique ou sur les autres transitions sociales, sociétales. On est tous concernés, hein, que ce soit l'entreprise ou les citoyens. Isabelle, merci pour tout ça, mais on a la réponse du marché. Bon, il y a des jeunes dans la salle. Aujourd'hui, on sait que les jeunes sont très attentifs, ne vont pas travailler n'importe où. Et donc, il va bien falloir trouver un équilibre, parce qu'on le sent bien aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels il y a vraiment un souci d'emploi, et ça va probablement diffuser aussi par cette réponse des jeunes générations. Oui, on parlait tout à l'heure de l'ancien monde et du nouveau monde. Je crois que voilà, la bascule se fait en ce moment. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette séquence consacrée aux achats responsables. J'espère que vous en avez appris davantage sur les achats responsables. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, après déjeuner, pour continuer à débattre ensemble. On sera notamment avec le président d'SOS et des entrepreneurs qui viendront nous montrer que la RSE et la RSO, c'est quelque chose qui se pratique notamment ici sur le territoire. Je vous souhaite un bon appétit et je vous donne rendez-vous en tout début d'après-midi.